Bonjour à tous, il est 15h30, on va commencer cette conférence intitulée « Comment relever le défi de l'agriculture régénératrice pour engager une démarche de transition ». Merci à tous d'être présents cet après-midi pour cette conférence que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de Christelle Forzy, directrice QHSE et développement durable de la coopérative Maïsadour, et Valentin Grabé, consultant chez Transition. Pour ma part, donc, je suis Andrea Ruas et consultante également dans le cabinet Transition. Avant de rentrer dans le sujet de la conférence qui nous anime aujourd'hui, on va rapidement présenter nos structures. Donc, Transition, c'est un cabinet de conseil qui est une filiale du groupe EcoCert. On a rejoint le groupe il y a maintenant 3 ans, et notamment la filiale conseil et formation du groupe EcoCert. EcoCert qui est connu et reconnu mondialement pour ses activités d'audit et de conseil en France et à l'étranger. Et plus précisément, donc notre cabinet Transition est un cabinet spécialisé dans la transition écologique et solidaire avec des objectifs d'impact, notamment sur la préservation des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation, et la protection des droits humains, des modèles inclusifs et équitables. On est une quarantaine de consultants aujourd'hui. Notre cabinet a une quinzaine d'années d'existence et fait particulier, donc on a une approche unique qui est axée sur le dialogue avec les parties prenantes de la société, notamment la société civile. Et je laisse donc la parole à Christelle Forzy pour qu'elle présente la coopérative Maïsadour. Merci Andrea. Bonjour à tous. Donc Maïsadour est une coopérative agricole du sud-ouest de la France dont le siège social est basé dans les Landes. Nous sommes composés de 4 pôles d'activité et nous aimons à dire que nous maîtrisons de la graine à l'assiette, avec un pôle semences dans lequel nous avons la recherche et le développement, la production et la commercialisation de semences et de couverts végétaux. Un pôle agricole dans lequel nous avons 3 branches. Une branche de production végétale avec des productions de légumes et de céréales et de l'agrofourniture. Une branche production animale dans laquelle nous avons les activités d'accouvage, d'élevage de volailles et palmipèdes. Nous avons également une branche équipement agricole et une partie nutrition animale. Et nous avons enfin dans ce pôle une branche aquacole dans laquelle nous faisons de l'élevage et de la transformation de truites. Enfin, sur la partie aval, nous avons 2 pôles. D'abord le pôle volaille dans lequel nous transformons et commercialisons les volailles issues de nos élevages. Et le pôle gastronomie dans lequel nous transformons et commercialisons les palmipèdes à foie gras et du saumon. Alors, on est allé un peu vite. Donc là, Maïsadour, ce sont également des marques qui sont le symbole du savoir-faire de nos territoires. En quelques chiffres, Maïsadour. Voilà. Donc nous sommes 5000 adhérents, 4300 salariés, dont 21% sont situés à l'international. C'est un groupe qui est composé de 68 sociétés, 207 sites et 64 boutiques dans lesquelles nous commercialisons les produits issus de notre groupe. Alors, on voit pas très bien, mais c'est un groupe qui pèse en chiffre d'affaires un peu plus de 1,3 milliard d'euros, avec une grosse moitié qui est sur le pôle agricole et le reste qui est réparti équitablement sur les 3 autres pôles. C'est un groupe qui est engagé également en RSE. Nous avons obtenu le label engagé RSE en 2022 au niveau confirmé. Et nos 2 structures, donc Maïsadour et Transition, ont été amenées à collaborer ensemble lors du parcours Néocop. C'est un parcours de la Nouvelle-Aquitaine qui est destiné à accélérer la transition agroécologique des coopératives du territoire. Donc nous avons accompagné Maïsadour pendant un peu plus d'1 an. Le programme arrive à son terme à la fin de l'année. Et nous avons notamment travaillé sur la réalisation d'un diagnostic agroécologique, co-construit un plan d'action détaillé et travaillé à la mise en œuvre de ce plan d'action avec les équipes de Christelle. Nous avons pu aborder des sujets comme la biodiversité, le bien-être animal. J'en profite donc pour dire que ce parcours
arrive à son terme, mais que la prochaine vague, en fait, la prochaine promotion de coopératives entrera en scène au début de l'année 2025. Donc les candidatures sont ouvertes. Et donc après cette petite présentation de nos activités, donc le programme qui nous attend aujourd'hui, un rapide contexte de l'agriculture régénératrice, puis un retour d'expérience que Christelle nous détaillera, et enfin nos éléments de réponse pour relever le défi de l'agriculture régénératrice. On terminera par un temps de questions-réponses où vous aurez la parole. Donc, au niveau du contexte, rapidement, et vous le savez, le secteur agricole et alimentaire fait face à des enjeux environnementaux et sociaux. Le contexte réglementaire également impacte fortement le secteur. Et enfin, les attentes du marché et les attentes sociétales sont également un moteur de transition. Décidément. Je passe rapidement sur les enjeux environnementaux. Sans surprise, donc le secteur agricole et alimentaire connaît en tout cas des impacts au niveau du carbone, des sols, de l'eau, de la biodiversité, également des problématiques au niveau de la résilience et des aspects sociaux, puisqu'il s'agit de renouveler les générations d'agriculteurs et de faciliter la transmission des exploitations agricoles sur le territoire français. Et également, en bout de chaîne, sur l'aval, c'est proposer une alimentation saine et durable, de qualité, accessible au plus grand nombre, qui fait partie des défis aujourd'hui. Ouais. Au niveau du contexte réglementaire, que ce soit au niveau européen et au niveau français, des textes structurants permettent d'accélérer la transition. Au niveau européen, donc avec la stratégie de la ferme à la table, la PAC et plus récemment quelques cadres de reporting comme la CSRD. Au niveau européen, donc des textes réglementaires et des stratégies également sur les sujets environnementaux, agricoles, alimentaires et de santé. Et pour terminer, donc j'insisterai sur une montée de la préoccupation de nos sociétés, des consommateurs sur les sujets écologiques, avec notamment des consommateurs de plus en plus sensibilisés et qui décryptent en tout cas plus fortement leur alimentation via des affichages, donc le Nutri-Score, le Planet Score par exemple, mais aussi des changements d'habitude avec les applications type Yuka. La société civile également est mobilisée au travers des ONG environnementales et de bien-être animal, par exemple, avec les marches du climat qu'on a pu avoir ces dernières années, et puis également et plus récemment de la sphère et de la communauté scientifique qui sort de sa neutralité pour justement prendre position. Et enfin, on assiste à l'émergence de nouveaux modèles, les PAT, donc les projets alimentaires territoriaux, et des marques engagées comme C'est qui le patron, pour ne citer qu'elles. Des initiatives dans ce contexte basées sur le vivant et la régénération se développent avec des approches collectives comme pour une agriculture du vivant ou la SAI Plateforme, qui tentent de donner un cadre et une définition à l'agriculture régénératrice, mais aussi des référentiels privés. Les industries agroalimentaires se sont emparées de ce sujet-là. On voit également que des événements fleurissent au niveau de l'agriculture régénératrice, mais également plus largement au niveau de tous les sujets qu'elle couvre, carbone, biodiversité par exemple, et des labels qui apparaissent sur les produits en Europe et aux États-Unis, avec une petite sélection qui apparaît à l'écran. Donc, dans ce contexte complexe, des limites et des défis attendent l'agriculture régénératrice. Donc, sans être exhaustif, on en a identifié 4 principaux. L'absence de solution unique sur le terrain, puisque effectivement tout le contexte agricole est forcément local, adapté à des conditions pédoclimatiques particulières. Le passage à l'échelle est une problématique.
notamment comment essaimer en dehors d'un groupe pilote d'agriculteurs, par exemple. La question du financement reste évidemment centrale et la mesure de l'impact des actions est également très importante. Et aujourd'hui, il nous a semblé pertinent d'illustrer ces défis avec le témoignage de la coopérative Maïs Adour pour qu'elle nous montre ses défis à elle et notamment les solutions et surtout les solutions qu'elle met en place. On va commencer par une première question. Christelle, quel est l'historique de l'agriculture régénératrice chez Maïs Adour et comment avez-vous implanté ce projet ? Tout d'abord, Maïs Adour est conscient du mur de carbone qui est face à nous tous. Et donc, nous avons défini notre trajectoire de décarbonation. Et face aux enjeux climatiques, face aux différentes crises énergétiques, la crise de l'eau, l'inflation, les élus de la coopérative et les équipes de Maïs Adour ont décidé de travailler ensemble à une nouvelle stratégie, une stratégie que nous avons appelée Ambition 2030. Voilà, on peut aller à la suivante. Donc, Ambition 2030 se compose de 4 piliers. Un premier pilier qui est sur l'enjeu agroécologique et environnemental. Évidemment, nous sommes une coopérative agricole. Pour nous, il est extrêmement important de transformer nos modes de production, de transformer les méthodes agricoles. Et c'est tout ce que l'on met dans cet enjeu, ce premier enjeu. Mais cet enjeu, pour arriver à se transformer, il faut réussir à le financer. C'est pour ça qu'il nous faut des filières à valeur ajoutée. Et ça, c'est l'enjeu numéro 2 que nous avons défini dans notre stratégie. Évidemment, nous travaillerons ensemble, collectivement, avec toutes les équipes de Maïs Adour. Et c'est l'enjeu numéro 3, une entreprise attractive et des équipes performantes. Et on se doute bien, nous n'arriverons pas à faire cette transformation seuls. Nous faisons partie d'un territoire. Il y a des experts dans les différents domaines qui nous accompagnent. Et c'est l'enjeu numéro 4, avec une coopérative engagée sur ces territoires et actrice des évolutions de la société. En parallèle, en 2022, nous avons également lancé notre programme d'agriculture régénératrice. Et justement, Christelle, quelle est votre vision pour l'agriculture régénératrice ? Donc, l'agriculture régénératrice, pour Maïs Adour, c'est tout d'abord lutter contre le changement climatique et l'appauvrissement, des matières premières. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui est important aussi, c'est vraiment au niveau des exploitations, s'assurer de changer le modèle des exploitations pour avoir une production qui soit plus durable, mais également travailler sur les sujets de la transmission des exploitations. Et enfin, pour nous, l'agriculture régénératrice, c'est également répondre aux attentes des parties prenantes, les attentes des consommateurs qui veulent plus de local, qui veulent plus de production végétale, de production légumineuse et zéro déforestation. Et pour aller plus loin, pour illustrer cette définition, quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mettre en place au sein de la coopérative ? La première action, et qui a été la plus importante dans cette transformation, ça a été la formation des techniciens qui sont en contact avec les agriculteurs. Il était important de les former, de leur faire comprendre les changements de pratiques que nous voulions et pourquoi ces changements de pratiques étaient importants. Nous avons mis en place un programme de formation qui est ambitieux. C'est un véritable parcours qui dure plus d'1 année. Nous nous faisons accompagner de Biosphère qui sont des experts dans ce domaine. Donc ça, c'est la première action. D'autres actions que je peux vous donner en exemple, c'est par exemple, nous travaillons beaucoup sur les couverts végétaux. Nous avons également des parcours ou des programmes d'agroforesterie de nos élevages. Nous plantons également des utiles. Nous avons lancé une filière d'apiculture. Nous avons également un programme pour tout ce qui est protection des pollinisateurs. Un gros axe de travail que nous avons également, c'est la santé du sol. Redonner la vitalité au sol pour qu'il puisse apporter la vitalité aux plantes. Et enfin, nous travaillons beaucoup sur les outils d'aide à la décision qui permettent aux agriculteurs de travailler sur les enjeux tels que l'eau, le carbone et la biodiversité. Merci pour ces exemples concrets. Pouvez-vous nous partager maintenant comment accompagnez-vous les agriculteurs qui sont les premiers leviers pour ce changement ?
Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, nous avons lancé gratuitement auprès des agriculteurs du groupe un autodiagnostic. C'était un diagnostic simplifié. Ils étaient accompagnés évidemment par les techniciens pour faire ce diagnostic qui leur permettait de mesurer au niveau de leur exploitation là où ils stockaient et là où ils déstockaient du carbone. Donc les résultats étaient accompagnés par les techniciens pour leur expliquer pourquoi dans leur pratique certaines étaient bénéfiques, certaines étaient moins bénéfiques, et ensuite leur faire des propositions donc au travers d'ateliers comme vous pouvez voir illustrés là. On allait plus loin en expliquant quels étaient les différents éléments des résultats et quelles étaient les solutions que l'on pouvait leur apporter pour changer leur pratique. Donc on a eu, pour vous donner un ordre d'idée, un peu plus de 400 diagnostics qui ont été faits. Et sur la base de ces diagnostics, cela nous a permis d'avoir une moyenne de la ferme Maïsadour. La ferme Maïsadour, combien elle stocke, combien elle déstocke, et de proposer aux agriculteurs de se situer par rapport à cette moyenne et surtout de pouvoir travailler sur une trajectoire de progrès. Reparlons maintenant des défis qu'on avait identifiés dans le début de cette intervention. Quels sont les principaux défis pour vous ? Le principal défi, vous l'aurez tous compris, c'est le passage à l'échelle. On peut travailler sur 10 pilotes au niveau des fermes, c'est intéressant, mais ce que l'on veut, c'est vraiment embarquer tous nos agriculteurs, tous nos clients. Et là, c'est vraiment un véritable défi. Et c'est pourquoi le programme Neocop, que nous avons suivi, nous a beaucoup aidé. Avec Transition, nous avons travaillé d'abord à faire un diagnostic avec les agriculteurs pour identifier quels étaient aujourd'hui les éléments où nous pouvions accélérer notre ambition 2030 et en embarquant les agriculteurs. Donc nous avons identifié 4 thèmes sur lesquels nous pouvions accélérer. Le changement climatique, avec tout ce qui est autour du carbone, la biodiversité, les ressources en eau et le bien-être animal. Et je crois que vous associez le passage à l'échelle avec la question du financement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, la transformation, ça coûte de l'argent. Il faut être bien conscient que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Chaque transformation est un risque qu'il va prendre. Et ce risque, il faut qu'il puisse le maîtriser. Parce que de ce risque va dépendre le revenu de son exploitation. Avec Transition, on a réussi véritablement à définir nos trajectoires sur les différents sujets. Et sur la base de ces trajectoires, on a pu identifier par rapport aux différentes subventions qui existent, parce qu'il y a des financements au niveau européen, au niveau régional, et flécher ces subventions sur notre trajectoire et de cette manière accompagner les agriculteurs dans le financement de leur transition ou la coopérative. Sur le financement, il faut aussi être conscient que les investisseurs nous suivent de très près. Ils sont extrêmement intéressés par ce que l'on fait. Et ils nous challengent d'ailleurs. Ils ont besoin de réassurance sur le carbone et sur les sujets comme la biodiversité, de plus en plus. Ce qui est également important de comprendre, c'est que les industriels, les clients industriels que nous avons sont également extrêmement intéressés par nos résultats. Il faut savoir que la décarbonation que l'on va mener autour de nos exploitations et sur les produits que nous commercialisons vont permettre à nos clients industriels de décarboner, puisque nous sommes leur scope 3, pour ceux qui sont familiers avec ce genre de termes. Donc ils sont intéressés et c'est aussi une source de financement, comment on peut dégager des primes pour la transformation. Et nous avons parlé aussi de la mesure d'impact, qui est un sujet qui monte, on en parle beaucoup. Comment l'envisagez-vous ? Oui, effectivement, avoir une stratégie, c'est bien, c'est même nécessaire, mais il faut pouvoir mesurer ses progrès et l'impact que cela a. Au-delà de mesurer des hectares de couverts végétaux que l'on va utiliser dans nos productions, c'est mesurer comment ces couverts végétaux vont nous permettre d'améliorer la biodiversité, comment ils vont nous permettre d'améliorer la vie du sol et diminuer les besoins en eau ou en différents intrants, ou comment ils vont nous aider à décarboner. Et toutes ces mesures sont extrêmement importantes, non seulement pour pouvoir répondre à notre trajectoire, mais également pour pouvoir répondre à nos parties prenantes qui nous interrogent sur
notre trajectoire de décarbonation pour nos clients industriels, mais également pour les consommateurs, l'impact de nos pratiques sur les produits qu'ils consomment et quel est l'impact environnemental de nos volailles, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour apporter de la transparence à toutes nos parties prenantes. Et pour terminer ces illustrations, quelle est la place de l'innovation selon Maïs Adour dans ces projets d'agriculture régénératrice? Alors, très importante. L'innovation chez Maïs Adour, c'est important parce qu'on est conscient que de toute façon, cette transformation aura besoin d'innovation. On a d'ailleurs, depuis un an, organisé un service de R&D autour de l'agriculture régénératrice, dédié à l'agriculture régénératrice. Nous avons également un service de recherche et innovation. Et le 12 février dernier, nous avons organisé un événement autour de l'innovation qui s'appelait la Ferme du Futur, dans laquelle nous avons eu plus de 500 agriculteurs qui sont venus et à qui on a pu présenter les innovations autour de l'eau, de la biodiversité, du carbone. Mais pas uniquement, il y avait également des innovations sur l'intelligence artificielle, sur la robotique, qui sera au service demain du bien-être des agriculteurs, parce que c'est également extrêmement important, c'est une attente des jeunes générations d'agriculteurs, que l'on travaille sur leur bien-être, et pour nous, c'est clé pour la transmission des exploitations. Merci Christelle pour ce témoignage. Je laisse la parole à Valentin. Bonjour, à moi de galérer avec la télécommande. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut... Donc merci beaucoup Christelle pour l'illustration de toutes ces pratiques et ces actions mises en œuvre sur le terrain. L'objectif pour cette troisième et dernière partie, c'était de prendre un petit peu de hauteur sur ce qui pourrait être des recommandations dans la mise en place d'une démarche d'agriculture régénératrice, et donc de commencer avec le fruit d'un travail qu'on a réalisé chez EcoCert sur ce que pourrait être le cadre d'une démarche qui soit claire, robuste et ambitieuse. Donc pour nous, chez EcoCert, l'agriculture régénératrice doit être une approche qui est systémique, au même titre que l'agroécologie. On parle bien de la même chose. Il est important de bien considérer l'ensemble de l'écosystème et pas simplement de parler d'une culture spécifique uniquement. Ensuite, deuxième volet important de notre vision, c'est l'adaptation locale. On sait bien que quand on va avoir des recommandations agronomiques sur une culture dans une région du monde, ça n'aura pas de sens d'avoir les mêmes recommandations dans un autre coin du monde, et parfois même la parcelle juste à côté. Donc c'est important de l'avoir comme un des fondements de la définition. Ensuite et surtout, on en a déjà parlé dans l'illustration précédente, il est pour nous primordial d'avoir une approche qui soit orientée vers les résultats et pas uniquement vers l'engagement de moyens. Et enfin, que ces résultats soient mesurés sur un temps long, parce qu'on parle du vivant. Donc avoir des résultats qui ne se mesurent que à l'échelle de la campagne agricole, ça n'a pas de sens. Pour rétablir des équilibres dans des agroécosystèmes vivants, il y a besoin de plus de temps que ça. Et donc mesurer également fréquemment pour inscrire la démarche dans une démarche de progrès, comme Christelle l'a bien illustré plus tôt. Ensuite, si dans le cadre de ce travail qui a été réalisé pour établir notre position sur l'agriculture régénératrice, nous avons revu et benchmarké plus d'une vingtaine de certifications c'est un petit peu compliqué avec la télécommande, de standards et de référentiels privés pour illustrer un petit peu les différentes thématiques qui ressortent, comment elles ressortent, lesquelles sont couvertes systématiquement de manière robuste. Parfois, on a des thématiques qui sont simplement évoquées. Dans d'autres référentiels, on va beaucoup plus loin. On a des résultats qui sont attendus avec des méthodologies de mesure qui sont précises et des critères qui sont non négociables. Donc nous, dans nos recommandations, ce qu'on préconise, c'est d'aller et de viser une couverture de l'ensemble de ces thématiques-là avec un cadre d'exigence plus minimale, avec la perspective de progresser dans le temps.
Donc, à titre d'exemple, après la revue de ces certifications, on a relevé tout un tas d'indicateurs de résultats sur les sols, évidemment le taux de matière organique, le ratio matière organique argile. Sur l'eau, on peut avoir des indicateurs sur la qualité, sur la quantité, avec l'efficience de l'irrigation. Et en fait, ça va être le cas sur l'ensemble de toutes les thématiques. Voilà. Et concernant les intrants et les OGM, nous, les recommandations qu'on vise, c'est évidemment d'opter pour une trajectoire de sortie, encore une fois, inscrite dans un temps long et toujours dans cette démarche de progrès. Et donc enfin, si on essaie toujours de prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'illustration très terrain qui a été présentée juste avant et qu'on essaie de mettre un petit peu tout ça dans une méthode ou dans des étapes un petit peu d'un chemin pour un acteur qui souhaiterait se lancer dans une transition agroécologique, c'est un petit peu les grandes étapes qu'on arrive à dégager. La première, c'est la construction d'une position qui soit claire sur l'agriculture régénératrice. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon organisation? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes parties prenantes et pour ma chaîne de valeur, pour mes partenaires? Une fois que cette position est claire, et c'est vraiment la condition de départ, évaluer un petit peu la maturité de la chaîne à travers un diagnostic. C'est très important, un diagnostic qui soit à la fois interne pour les parties prenantes de l'entreprise ou de l'organisation qui est concernée, mais également dans la chaîne de valeur auprès des fournisseurs, auprès des agriculteurs, auprès des territoires qui sont concernés. Ensuite, sur la base de ce référentiel un petit peu initial, on comprend le degré de maturité sur le sujet, on a une position qui est claire, on va être en mesure de travailler sur des objectifs, des ambitions qu'on va souhaiter se donner, le tout toujours au regard d'une progression, donc avec des jalons intermédiaires. Sinon, je pense que plusieurs dans la salle connaissent bien ça, mais ça peut être assez décourageant de se lancer là-dedans avec simplement des objectifs finaux. Ça va être souvent des ambitions qui vont être très tranchées, du 0% ou du 100%. Pour inciter et accompagner les différentes parties prenantes de la chaîne là-dedans, c'est bien d'afficher un progrès qui soit plus atteignable et qui puisse être suivi un petit peu plus facilement. Et donc ensuite, une fois que cette stratégie et cette feuille de route ont été définies, il va falloir la déployer et la mettre en œuvre. Comment? À l'aide de différents outils qui existent, des certifications, des scorecards, des outils de mesure. Donc il va falloir adopter un outil, éventuellement en développer un en complément ou qui soit la somme de plusieurs outils existants et au regard des ambitions qui ont été choisies. Et ensuite, donc sur les 2 dernières étapes, là on parle vraiment du déploiement un peu plus opérationnel et un petit peu concret. Donc il y a tout ce qui relève de la transition des pratiques, à la fois en interne dans l'organisation et tout au long de la chaîne de valeur et d'approvisionnement. Donc, pour illustrer, on peut imaginer tout ce qui va être projet terrain, la mise en place de projets pilotes qui vont ensuite chercher à grandir en échelle et à être connectés en termes d'approvisionnement. Ça peut être aussi des programmes de sensibilisation en interne dans l'entreprise, ce qui va être tout aussi important, auprès des parties prenantes, auprès des fournisseurs et jusqu'aux agriculteurs sur le terrain. Et enfin, donc toute la partie mesure, vérification et valorisation. Donc une fois que la démarche est assise, roule et qu'on commence à avoir des résultats et des impacts qui sont atteints sur le terrain, par rapport aux cadres qui ont été présélectionnés dans les étapes précédentes, et bien, mesurer les indicateurs et les valoriser à travers différents outils qu'on a un petit peu mentionnés, mais notamment la CSRD, les cadres Science-Based Target, etc. Donc, en synthèse, comment relever le défi de l'agriculture régénératrice pour engager une démarche de transition? On reprendra les 4 défis qui ont été illustrés dans cette conférence. Le premier défi, donc la difficulté de trouver une solution qui est universelle du fait de la nécessité de s'adapter localement. La difficulté du passage à l'échelle, le défi de la mesure et de la valorisation des indicateurs sur le terrain et évidemment le financement et le coût de la transition qui ont très bien été illustrés à travers le programme notamment Neocop et le retour d'expérience de Maïs Adour. Et donc la méthodologie qu'on propose d'adopter sur
dans un premier temps la définition d'une définition qui soit claire et robuste, d'une approche qui soit holistique, adaptée localement, basée sur des résultats techniques et agronomiques d'impact sur le terrain, mesurée fréquemment sur un temps long, sur des thématiques clés qu'on a mentionnées un petit peu plus tôt. Et voilà, et donc la démarche que je viens de décrire un petit peu plus tôt. Le dernier élément avec les petits logos, c'est un élément, je pense, qui est également ressorti de votre discours, c'est la partie collaborative et collective qui est très important sur l'engagement des filières agricoles et la transition. En tout cas, c'est quelque chose auquel nous, on croit profondément chez Transition et sur lesquels on a l'habitude de travailler avec tout un tas de partenaires. C'est des sujets qui sont très complexes, avec des niveaux de technicité qui peuvent être très importants, notamment quand on rentre dans des degrés d'agronomie ou de formation, de sensibilisation, etc. C'est à chaque fois des savoir-faire. Et donc, ce qu'on préconise, c'est à la fois sur l'ensemble de ces étapes-là, de travailler en collaboration avec les différents experts. C'est notamment ce que nous, on est amené à faire quand on accompagne nos clients. On s'accompagne d'experts sur les différents sujets. Mais c'est également ce qui est très important autour des filières et des projets, comme on pourrait l'illustrer avec l'exemple de Sol Vivant ou pour une agriculture du vivant, pour des exemples agricoles, pour des exemples un peu plus sectorielle. On pourra parler de l'ASD, donc la démarche collaborative dans les chaînes de valeur des dérivés chimiques et cosmétiques, Paris Good Fashion pour l'univers textile, ou encore des démarches un peu plus transversales, comme l'exemple de OP2B ou SAI. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on peut passer au temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser les micros qui sont à votre disposition dans l'allée centrale. Je vais me faire à la fois le poseur de questions et ensuite le distributeur de micros. Je voulais poser une question à Madame Maïssadour concernant vous avez parlé de risque de la transition des agriculteurs qui est un enjeu très important pour eux. Alors il y a le financement, parce qu'il y a de la formation, il y a une machinerie, je pense, qui est aussi plus coûteuse que la machinerie standard, etc. Mais il y a aussi le risque de la transition, c'est le risque des rendements dans les premières années. Alors, parce que vous n'avez pas évoqué ça spontanément, est-ce que, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en termes assurantiels, est-ce que vous avez des solutions aussi pour les agriculteurs qui basculent? Alors, vous avez complètement raison. Hein, le risque rendement, c'est celui que j'avais en tête en priorité, en fait. Hein. Changer ses pratiques, c'est prendre un risque d'avoir un rendement plus faible et donc un résultat économique plus faible pour l'agriculteur. Et là, aujourd'hui, la coopérative, accompagnée donc de ses clients industriels, essaie de trouver un modèle, un business model, pour accompagner justement la transition des agriculteurs pour... plus ils vont dans la transition et plus ils mettent de pratiques agroécologiques et sortent des pratiques d'agriculture classique, plus on les finance en fait et plus ils obtiennent de primes. Donc c'est le business model aujourd'hui que nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui en termes d'assurance, à ma connaissance, non. Bonjour, je saute sur le micro avant que le devant de la salle le reprenne. Vous avez parlé de passage à l'échelle comme défi. Je m'adresse un peu à tout le monde, mais principalement à Maïssadour. Pour nous donner un ordre de grandeur, 140 000 hectares qui sont impliqués dans le projet, ça représente combien par rapport aux hectares que vous gérez? Ça, c'est une toute petite question. Et la deuxième, qui n'est pas assurantielle, mais revient à peu près au même point de départ, c'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est une prise de conscience, une sensibilité, une compréhension du problème, un sujet de financement, de formation? Enfin, vraiment, c'est quoi le nerf de la guerre? Merci.
Alors c'est un peu tout ça, en fait. C'est tout simplement un petit peu tout ça. Il faut savoir qu'on va avoir des profils d'agriculteurs qui sont très différents, des jeunes agriculteurs qui s'installent, des agriculteurs qui sont déjà convaincus et déjà impliqués dans des labels comme SAI, on en parlait, donc qui sont déjà dans cette démarche et qui sont prêts à aller plus loin. D'autres agriculteurs qui vont bientôt partir à la retraite et qui hésitent à investir dans de nouvelles pratiques, à faire des changements, que ce soit en termes de matériel, en termes de pratiques. Donc c'est tous ces profils-là que l'on doit accompagner. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour ce passage à l'échelle d'avoir d'abord embarqué les techniciens qui les accompagnent pour pouvoir adapter le discours à toutes les catégories d'agriculteurs. On s'appuie beaucoup sur les agriculteurs qui sont un peu leaders et qui vont pouvoir montrer l'exemple, ouvrir leur exploitation aussi pour montrer comment ça fonctionne en réalité sur le terrain et pour donner l'envie aux autres de se lancer également. Donc tout ça, ce sont des leviers que l'on utilise pour la massification. Bonjour madame, bonjour à tous. Voilà, moi je m'appelle Terence, je suis porteur de projet d'un projet de transformation d'une filière chanvre dans les Landes. Et c'est étonnant que du coup je me retrouve ici. Et ma question était de savoir si vous aviez des leviers par rapport à la séquestration carbone avec votre groupe, votre coopérative, et si vous étiez par rapport à ces solutions, si vous envisagiez l'exploitation du chanvre pour le maïs Adour, si c'était quelque chose qui avait été évoqué dans votre groupe, et aussi par rapport à tout ce qui est lié au semi-direct sous couvert. Donc c'est l'enjeu sur lequel nous travaillons en ce moment, à savoir si vous arriviez à mettre en place cette solution sur la totalité de vos surfaces. Merci. Donc on ne se ferme aucune option. Et c'est vrai qu'une des options qui nous permet d'accélérer cette transition, c'est également la diversification, changer nos modes de culture. La difficulté quand on va vers de nouvelles cultures, il ne faut pas se dire, tiens, cet agriculteur, il pourrait arrêter de faire du maïs et faire du coton, par exemple. Ce n'est pas uniquement faire du coton et apprendre à faire du coton pour l'agriculteur. C'est également lui assurer une débouchée pour ce coton et trouver un outil industriel qui va pouvoir traiter ce coton. L'idée, ce n'est pas d'envoyer le coton qui sera produit dans les Landes à l'autre bout du monde pour qu'il soit filé. J'exagère, mais voilà. Donc tous ces sujets sont travaillés, effectivement. Le chanvre en fait partie. Mais c'est vrai que rien n'est simple, en fait. Donc il faut vraiment que chaque sujet soit traité dans sa globalité et pas uniquement une petite partie. Alors, il faudrait parler avec les experts, mais je pense que oui. Je me permets, ça fait une superbe transition. Bonjour à tous, donc, je suis fondateur de Biosphère, donc on travaille avec Maïs Adour, on forme les techniciens. Je me permettais une petite contribution parce que la première question était liée au coût de la transition. Et je pense que c'est important de comprendre que ce n'est pas forcément plus cher d'aller vers l'agriculture régénératrice, ça peut être moins cher. Et dans le cas des grandes cultures, quand on vient réduire le travail de sol, on vient économiser des charges et donc derrière on peut les remobiliser pour d'autres propos, comme des couverts végétaux un peu plus techniques, comme des engrais un peu plus techniques. Il y a aussi la question du mésusage des engrais. Par exemple, on utilise beaucoup de ce qu'on appelle le binaire, phosphore, potasse avant plantation. On peut le retirer si on fait un beau couvert végétal. On peut recombiner en fait les facteurs de production. Et c'était important pour moi, en tout cas, d'intervenir pour, en tous les cas, que chacun ne sorte pas de la salle en se disant ça coûte forcément de faire la transition, ça peut coûter moins cher, notamment aujourd'hui, où le prix des machines, du gasoil et des intrants est cher. À la limite, dans les années 70, le discours que je tiens serait complètement faux. Mais aujourd'hui, la transition peut être plus simple. Dans le cas du semis sous couvert, ça c'est le niveau 3 de l'agriculture régénératrice. Avant, il y a d'abord la réduction du travail de sol et la sortie du labour systématique, l'optimisation des engrais et des intrants au sens large. Par contre, on a segmenté, et je remercie les techniciens de Maïs Adour d'avoir vraiment joué le jeu parce qu'il y a une vraie implication et c'est super important que les techniciens soient impliqués dans la régénération et c'est eux finalement qui sont le vecteur sur le terrain. Soit c'est ceux qui empêchent la transition, soit c'est ceux qui la promeuvent. Donc là, pour le coup, l'idée c'est de la promouvoir.
Et donc, il y a un passage à l'échelle progressif des systèmes de production avant d'aller au semis sous couvert vivant, qui est des fois pas forcément le plus simple à mettre en place. Par contre, c'est des techniques plutôt de strip-till, couverts végétaux, arrêt du travail de sol systématique, optimisation des engrais, et on arriverait déjà à faire des choses formidables. Donc, en tous les cas, voilà, c'était juste un petit témoignage. Et puis peut-être pour la question que j'avais, j'ai vu qu'il y avait eu donc un travail qui avait été fait sur la priorisation. Et donc, voilà, il y avait un certain nombre de milestones qui avaient été produits dans le cadre de votre projet. Aujourd'hui, où vous en êtes finalement dans cette priorisation et quels sont les principaux challenges et peut-être les points d'accroche où on se dit, aïe, on avait priorisé ça, mais ça va pas prendre plus de temps de prévu. Parce que je pense que c'est important aussi de se rendre compte de la difficulté de ce fameux temps long. Merci déjà pour ce complément. J'avais pas vu que vous étiez dans la salle. Oui, dans la priorisation, vous avez complètement raison. Hein. On se met du temps long, mais du temps court. Parce que ce qui est important, c'est aussi pour les équipes, pour les agriculteurs, d'avoir ce que l'on appelle en bon français des quick wins, des succès rapides, pour pouvoir être capable de continuer à mobiliser, de continuer à motiver. Et c'est vrai que la capacité aussi de travailler sur les données que l'on a aujourd'hui, c'est un vrai défi pour l'entreprise. Et c'est ce qui nous fait parfois reprioriser, parce que finalement, on n'a pas forcément toutes les informations dont on aurait besoin, mais ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Oui, moi j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez dit c'est important pour commencer de connaître la position des industriels, enfin, ou de vos clients, par rapport à l'agriculture régénératrice. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes définitions, enfin différentes positions? Et dans ce cas, enfin, peut-on viser un label si on n'a pas de définition claire de ce qu'est l'agriculture régénératrice? Est-ce qu'il y a plusieurs définitions? Oui. La question du label, est-ce que c'est un souhait? Non. On l'a dit, c'est une démarche qui n'est pas universelle et qui a un besoin d'adaptation locale. Donc nous, notre posture aujourd'hui sur ce sujet, c'est plutôt ça. Il y a une question derrière toi, Sarah. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question qui peut un peu rejoindre la question qui a été citée précédemment. Juste pour avoir un peu plus de clarification sur les termes, la différence entre agriculture régénératrice et agroécologie, qu'est-ce que serait? Et aussi, j'ai une deuxième question. Parce que vous avez parlé de la mesure, que c'est important d'avoir de la mesure, de mesurer l'agriculture régénératrice voilà, pour s'inscrire dans le long terme. Et ça serait quoi ces mesures ou des indicateurs? Alors, sur la différence entre agroécologie et agriculture régénératrice, c'est la même chose. C'est juste des mots différents et un mot qui a été très adopté par le monde économique pour l'agriculture régénératrice et notamment venant du monde anglo-saxon. Mais en termes de fond, on est bien sur une philosophie et des objectifs similaires. Et la deuxième partie de la question sur les indicateurs, j'en ai cité quelques-uns, on pourrait, enfin, il y en a plusieurs, oui. Par exemple, sur les sols, on peut difficilement prendre un indicateur pour lui tout seul. Donc, je vais en citer quelques-uns, mais il faut bien les remettre dans leur contexte et les voir évoluer sur le temps. Mais par exemple, nous, sur les sols, donc je l'ai dit évidemment, la question de la matière organique, le ratio matière organique sur argile. Ensuite, évidemment, bon, dans tous les cas, tous les paramètres physico-chimiques et structurels des sols sont à appréhender et à observer. Peut-être pour changer un peu de thématique sur le climat, ce qu'on préconiserait de regarder, c'est l'empreinte carbone de la ferme, notamment tout ce qui est lié à la partie fertilisation, viser un plan de réduction de ces émissions-là. C'est le type d'indicateur qu'on voudrait viser. Et après, sur un autre volet, dans les indicateurs plutôt 0 ou 100, typiquement la déforestation, notamment au regard de la nouvelle loi européenne, on vise un 100% de zéro déforestation, donc zéro déforestation. Voilà. Et après, on peut avoir tout un tas d'autres indicateurs basés sur les revenus, sur les indices de fréquence de traitement, etc.
on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je sais qu'il restait des questions dans la salle. Je vous invite peut-être à poursuivre les échanges sur notre stand. On est situé donc ici au 3e étage, au stand 231, si vous souhaitez nous poser les questions qui vous restent. Merci beaucoup pour la participation cet après-midi.